Bonjour à tous, j'ai pas eu le plaisir déjà de vous voir et merci à tous nos intervenants pour ces débats passionnants et d'une grande qualité. Donc cet après-midi, je vais faire un rapide résumé. Elle a montré évidemment à quel point le sujet de la création, c'était au cœur des enjeux fondamentaux pour le futur de notre société. Et quand je dis notre société, je ne parle pas de la SACEM, hein. Je parle de la société en général. Un sujet politique majeur parce qu'il touche à l'innovation, à la souveraineté, à la démocratie et au lien social qui unit les concitoyens dans les territoires. Alors je voudrais revenir sur ces grandes thématiques et profiter de ta présence. Jean-Michel Jarre, je vous demande d'applaudir. Je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés pour avoir ton ressenti sur ce qui vient d'être évoqué. Alors sur le premier volet, l'innovation, on a eu un décryptage remarquable, mais quand même assez alarmant, des perspectives qui étaient ouvertes par les évolutions technologiques. Donc il y a une chose qu'on a comprise, c'est que bien évidemment, les créateurs, les artistes ne sont pas contre l'innovation, bien au contraire. Du premier phonogramme au streaming, des premiers instruments au synthétiseur, des partitions au logiciel de composition. À chaque étape, ils ont su utiliser les évolutions technologiques pour créer différemment et s'adapter artistiquement. En fait, la problématique ne n'est pas de l'outil, je crois qu'on l'a bien compris, en lui-même, mais de l'usage qui en est fait. Moi, j'ai été frappée quand il y a eu le sommet sur l'IA, organisé l'année dernière, par l'aveu même des acteurs de technologie sur scène, et qui disaient « on n'a rien fait de mal ». On a utilisé ce qui était disponible sur Internet pour entraîner nos outils. Mais précisément, c'est là le problème, je crois que ça a été dit plusieurs fois, accessible ne veut pas dire libre de droit. Et je voudrais à nouveau encore remercier Laure Darcos, Laurent Lafont et tous les sénateurs qui ont pris ce sujet à bras-le-corps. Et je me réjouis d'un vote unanime hier par le Sénat de la proposition de loi qui instaure donc une présomption d'exploitation des contenus culturels et des fournisseurs d'IA. Et bien évidemment, je remercie également les eurodéputés, Madame Laurence Farrand qui est ici, que vous pouvez applaudir, et Mara Fovic qui vient de parler, et David Cormand qui n'a pas pu se joindre à nous, et pour leur contribution inestimable au rapport VOS qui vient d'être adopté par le Parlement européen et qui suit la même logique. Alors Jean-Michel, s'il y a un artiste qu'on associe à la technologie et à l'innovation, c'est quand même toi. Tu as été l'un des premiers à réfléchir à la manière dont l'IA pouvait nourrir la créativité, mais tout comme Björn Ulvaeus qu'on a reçu tout à l'heure et qui t'a succédé à la présidence de la CISAC, tu es aussi un compositeur engagé dans la défense du droit d'auteur et tu prônes une IA qui respecte ses valeurs. Alors ce SACEMD, est-ce qui t'inspire de nouvelles batailles à mener, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde? Alors je pense que on a parlé tout à l'heure, j'entendais parler effectivement d'une époque turbulente, mais finalement pleine de turbulences. Mais je pense que chaque génération a ses propres turbulences, et notamment liées aux innovations qui nous surprennent génération après génération. Il ne faut jamais oublier que nous restons des animaux analogiques dans un monde numérique, et que l'innovation, il ne faut évidemment pas en avoir peur. Aujourd'hui, l'IA est une opportunité. Je suis étonné, moi, de voir à quel point, dans le secteur du cinéma et de la musique, un grand nombre de gens, finalement, sont très conservateurs et ont peur, historiquement, pas seulement aujourd'hui, de ce qui vient déranger. Or, pour un artiste, le fait de déranger, c'est notre gagne-pain, c'est notre ADN. C'est le fait de pouvoir justement arriver à déterminer notre style en désobéissant. On est tous des voleurs. On vole tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit. Et donc, de ce point de vue-là, l'IA est une formidable opportunité pour faire évoluer notre imagination. Et comme tu le disais très justement, c'est au fond la technologie qui est le catalyseur de toutes les formes d'expression. Et que, comme tu le disais encore, il ne faut pas confondre l'outil et son usage. Il ne faut pas confondre le pinceau et celui qui est derrière le pinceau, ou celle qui est derrière le pinceau. Et donc, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas de se dire l'IA, on doit rejeter l'IA, ce qui est une connerie, parce que comme disaient nos grands-mères, on n'arrête pas le progrès, et que donc de toute façon, plus vite on va l'embrasser, plus vite on va comprendre l'IA en particulier, l'explorer, l'exploiter, et donc, au fond, éventuellement mieux en combattre les effets pervers.
Mais il ne faut jamais oublier que la piraterie existait avant l'électricité, existera après l'IA, et que l'IA est une étape pour nous et une opportunité pour mieux définir les styles de demain. Et je pense que la SACEM a effectivement un rôle. J'en profite pour être sur cette scène pour dire à quel point la SACEM a été pionnière en matière non pas seulement de droit, mais du rapport de la société à la propriété intellectuelle. Et ce que fait la SACEM, ce que dit la SACEM a un effet domino dans le monde entier. Et à travers la SACEM, la France et l'Europe. Mais donc on a effectivement à déterminer, puisqu'on parle de l'IA par exemple, à déterminer quelles sont les règles qui vont s'appliquer par rapport à l'IA. Comme tu le disais, la plupart des jeunes créateurs d'algorithmes sont des gens qui aiment la musique, sont des gens qui aiment le cinéma, mais on ne parle pas la même langue. Ce que je disais à Björn l'autre jour, il n'y a pas longtemps, je disais qu'en fait, là, on est un peu dans la situation d'un Basque qui parlerait à des aliens. Il faut qu'on adapte notre grammaire et notre langage au monde de l'IA. Et je pense, on en a souvent parlé, Cécile, je pense qu'on ne pourra pas appliquer la philosophie des droits d'auteur qu'on a développée depuis Beaumarchais de la même manière qu'avec l'IA, parce que l'IA c'est une autre bête, c'est un autre animal. Oui, la chance qu'on a, c'est que même d'un point de vue législatif, on a toujours été capable de s'adapter, de modeler et évidemment de s'adapter non seulement aux nouveaux usages, mais aux nouveaux acteurs. Moi, j'ai souvent tendance à dire quand même que ces acteurs-là, on les connaît déjà, puisque dans la révolution du digital et du streaming, un certain nombre d'entre eux sont aussi à l'initiative de l'IA. Donc au moins, on a leur téléphone. Déjà ça. Le deuxième point que nous avons évoqué, c'est le lien fondamental entre la création et une société qui est unie et ouverte. Alors, toutes les interventions que nous avons entendues nous rappellent une chose. La musique n'est pas qu'un divertissement, elle n'est pas non plus qu'une industrie, c'est une émotion et un lien qui se diffusent partout en France. 8 millions de spectateurs chaque année dans les festivals, des événements comme le Rose Festival ou Sœurs Jumelles qu'on a entendu tout à l'heure, qui sont des moments et des moteurs extraordinaires de partage, de dynamisme économique et d'attractivité pour nos territoires. Radio France et son réseau local qui chaque jour... Tu as d'ailleurs des jingles, je crois, sur Radio France. Oui, pas seulement. Je suis un enfant du service public, puisque j'ai commencé au groupe de recherche musicale, sans qui la radio publique n'existerait pas. Voilà. Donc Radio France et son réseau local qui chaque jour informe, amuse ou divertit plusieurs millions d'auditeurs. Et dans une société traversée, oui, je le dis et je paraphrase quand même Thierry Marx, par les fractures. Et c'est pas accessoire, c'est essentiel d'en parler aujourd'hui. Il est important de faire vivre la création partout en France, de la rendre accessible à tous, même, et surtout dans les lieux ou au sein des populations qui en sont le plus éloignées. Alors j'ai vu que cette façon de parler que j'ai habituelle, elle a été reprise et je suis assez contente. C'est ce que j'appelle porter la culture jusqu'au dernier kilomètre. Et donc on parlait tout à l'heure notamment effectivement des cafés culture qu'on a mis en place à la SACEM. Mais ce modèle il est fragilisé parce qu'il y a une pression sur les finances publiques, des choix politiques, des remises en cause du service public audiovisuel. Et donc il faut agir. Donc la SACEM le fait à travers son engagement et notamment son action culturelle. Mais comme nous avons conscience qu'il faut démultiplier, comme l'a expliqué tout à l'heure Tété, nous avons monté un fonds de dotation pour pouvoir aller plus loin sur les actions culturelles dans les territoires. Mais toi, Jean-Michel, qui a toujours porté une vision universelle de la musique et qui a aussi été ambassadeur au sein de l'UNESCO, engagé pour la diversité culturelle et l'accès à la culture pour tous, comment est-ce que tu analyses ce lien entre création et démocratie ? J'ai 4 heures ? Non. 2 minutes. Non, en fait, ce qui en fait différencie le chaos de la démocratie, ce sont précisément les règles. Les règles, c'est pas à l'inverse de ce que peuvent penser un certain nombre de libertariens, le fait de fragiliser la liberté, c'est l'inverse. C'est comme je le dis souvent, c'est parce qu'on a le permis de conduire qu'on peut conduire librement sur les routes du monde. Et donc, la SACEM a justement... je voudrais dire une chose, j'ai été frappé que récemment, on a Artémis qui tourne autour de la Lune. Et en fait, Artémis, c'est la déesse de la chasse et des accouchements.
la protection des accouchements. Et je me disais, finalement, la SACEM est notre Artémis à nous, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée dans la chasse aux droits d'auteur, mais de nous protéger et de nous faire vivre, et puis en même temps aussi de nous aider à mieux accoucher. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir pour que la SACEM non seulement devienne la première société du monde, ce qu'elle est, mais qu'elle vise aussi du côté de la Lune. Écoute. Alors c'est magnifique. C'est magnifique. C'est si on arrive à faire mieux que les GAFA, mais... Non, plus sérieusement, je voudrais faire, pour ne pas suivre les fiches de Cécile, ça serait trop facile pour elle, dire en même temps que, pour moi, l'importance d'être ici pour nous tous, c'est que 175 ans, dans 2000 ans d'histoire de musique pour l'Occident, finalement, la SACEP est une jeune ado. Et qu'on lui souhaite d'arriver à l'âge mûr, avec la chance qu'on a d'avoir une femme comme Cécile, et je le dis vraiment avec beaucoup d'objectivité, mais je pense qu'il est temps de le dire, qui à la fois... Ça m'a coûté très cher. Non, mais je vais expliquer pourquoi. C'est pas juste un propos de salon sympathique, c'est pas ça. C'est que on s'aperçoit dans notre monde, que ce soit dans le monde de la création, de la musique ou du cinéma, qu'il y a de plus en plus de gens, ou de moins en moins de gens qui sont aux manettes et qui ne sont pas du tout du sérail. Voilà quelqu'un, Cécile, qui a été avocate, qui a été dans la musique, dans le disque, et qui en fait sait de quoi elle parle. C'est-à-dire qu'elle a donc une force de conviction qui vient d'une connaissance de notre écosystème. Ce qui est très rare, parce que la plupart du temps, on le voit, et c'est malheureusement trop souvent le cas dans notre pays, où des gens sont catapultés à la tête d'un organisme dont ils ne connaissent pas l'ADN. Et c'est ça qui est capital. Et aujourd'hui, merci beaucoup. Non, mais mais je dois passer à autre chose que moi. Mais je pense qu'il était temps quand même qu'on s'y arrête quand même quelques minutes. C'est très gentil. Maintenant, heureusement, c'est pas une question de gentillesse. Il y a 1300 collaborateurs qui tous les jours travaillent et bien sincèrement sûr. On ne fait rien seul et en plus il y a mes patrons devant moi, mon conseil d'administration donc voilà. Qui franchement m'ont nommé, donc je ne serai rien sans eux, donc on leur rend hommage. Oh merci. La dernière discussion, elle a porté sur la souveraineté culturelle. Je te remercie, c'est pas du tout embarrassant. On coupera sur YouTube, merci. Ce que je retiens, c'est donc que la France doit être fière. C'est ce que j'ai entendu dans notre dernier débat. Fier d'exporter ses œuvres, ses artistes, ses films, sa gastronomie et ses talents, mais aussi fier d'exporter une certaine idée de la culture et du droit d'auteur. On parle beaucoup de l'exception culturelle, Emma l'a dit tout à l'heure, mais on oublie parfois ce qu'elle veut dire. Effectivement, c'est l'affirmation, comme ça a été expliqué tout à l'heure, que la création, ça n'est pas une marchandise comme les autres. Et notre législation protectrice du droit d'auteur fait partie intégrante de l'exception culturelle. Elle suscite l'admiration de tous les pays du monde entier et elle attire des milliers de créateurs internationaux vers notre modèle de gestion collective. Nous avons 174 nationalités de créateurs différents à la SACEM. Elle fait aussi toute la force de la proposition évoquée par Patrick Sigwalt, notre président, pour que l'UNESCO se saisisse de la question de la protection du droit d'auteur. Et Thierry Breton nous a alertés aujourd'hui du manque de confiance et donc de la fragilité qui malheureusement s'est instaurée. Et il y a un vrai combat à mener sur le plan international pour défendre cette conception de la culture. C'est une bataille qui peut sembler technique, mais elle est en réalité profondément politique. C'est elle qui permet l'expression de la créativité de notre pays et le rayonnement de nos créateurs. Björn Ulvaeus, Thomas Joly, Thierry Marx, toi, vous nous l'avez montré par votre carrière, quand la création est protégée, elle est plus audacieuse, elle est plus libre. Et elle s'exporte à travers le monde. Alors toi, Jean-Michel, tu es à toi seul un symbole de la force de la création française. Au fil de ta carrière, tu as joué aux 4 coins du monde, peut-être bientôt sur la Lune. Et tu continues, j'irai chercher les droits, je te promets. Voilà. C'était très intéressé au départ. Hein. Et tu continues à faire rayonner la culture française à chacun de tes déplacements et tes nombreux concerts dans le monde entier. D'après toi, comment pouvons-nous mieux exporter nos talents? Quelles sont les actions que nous devons mettre en œuvre pour développer de nouveaux talents internationaux comme toi? Alors je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'être le premier ou le plus fort, quoi que pense Trump. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être agile et rapide. Je prendrai 2 exemples. On prend la Suède, ce pays de 10 millions d'habitants, qui contrôle partiellement le marché mondial de la musique avec Spotify. On prend la Corée du Sud, un pays qui est grand comme le Languedoc-Roussillon, qui en fait est maître en matière de composants électroniques
et de diffusion de produits électroniques grand public. Et en même temps aussi, d'ailleurs, sur le plan culturel, extrêmement actif, sur le plan musical, sur le plan du cinéma, etc. Donc, on voit qu'en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être, encore une fois, agile et rapide, et de ne pas nécessairement être le plus fort. Par exemple, je donnerai un exemple, il ne suffit pas d'avoir le plus grand nombre d'ogives nucléaires pour être respecté dans le monde et faire partie des décideurs, il suffit d'en avoir. Et je pense que pour nous, ce qui est important, si on parle de l'IA, c'est de développer nos propres outils. C'est pas impossible. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une stratégie que j'appellerais la stratégie du corsaire, c'est-à-dire d'être, puisqu'on est un pays qui est effectivement lié qui dépend beaucoup des subventions d'État, c'est comme ça, c'est notre ADN, de pouvoir aller proposer ce transfert de technologie que les Américains et que les Chinois ont eu vis-à-vis de nous ces 30 dernières années, et de faire l'inverse. C'est-à-dire d'aller utiliser, par exemple, je prends un exemple dans l'IA, c'est DeepSeek en Chine, c'est l'inverse d'OpenAI, ce sont des petits serveurs agglomérés, open source, que n'importe quelle start-up aujourd'hui peut développer. C'est-à-dire que demain, on peut développer nos propres IA, notamment dans le domaine de la musique, par exemple. C'est-à-dire de pouvoir avoir nos propres outils et de ne pas dépendre seulement du soft power, notamment américain. À mon avis, dans ce domaine, l'Amérique est plus dangereuse que la Chine. La Chine est intéressée par faire du business et nous vendre du hardware. Mais ils n'ont pas d'ambition sur le plan du soft power. Les Américains, oui. Les Américains, en fait, nous obligent à consommer leur soft power si on veut accéder à leurs tuyaux et à leurs outils. Et je pense que pour la création, pour les créateurs, je pense que, comme on le disait au début de notre conversation, la technologie dictant les styles, étant le catalyseur des formes d'expression, il faut absolument, et de création, il faut absolument qu'on ait ses propres outils. Et ça, c'est quelque chose que la SACEM peut être un des grands acteurs, une des grandes courroies de transmission, justement, pour créer ce lien, je dirais presque ce lien organique entre le monde de la tech et le monde de la création. Vaste programme, Corsair et Artemis en même temps. Eh bien, j'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte et j'espère que les 175 prochaines années vont nous montrer que nous avons été capables de le faire. Mais c'est le problème des ados, ça. Tu sais, ils sont pleins de rêves. Ils sont un peu mégalos, ils ont plein de rêves. Bon. Je te remercie parce qu'une fois de plus, tu as été extrêmement inspirant. Et merci pour tout ça. Merci. Et bravo à la SACEM. Je vais vous garder encore 2 minutes pour le dernier message final. C'était très gênant, tu sais ce que tu as fait. Bon. Voilà, quelques mots pour finir cette journée, où vraiment je vous remercie d'être venus si nombreux, d'avoir été si sages aussi. Depuis 175 ans que la SACEM existe, elle a traversé des révolutions technologiques, des crises profondes et des bascules industrielles. Son modèle de droit d'auteur à la française et de gestion collective a parfois été critiqué par certains ou perçu comme dépassé par d'autres. Et pourtant, elle est toujours là. Elle est même le leader mondial dans son domaine. Parce que ce modèle repose sur une idée simple. Quand la création produit de la valeur, cette valeur ne peut pas être captée au détriment de ceux qui créent. Or, c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Un moment où quelques hommes dans le monde concentrent une part de richesse vertigineuse, de la puissance technologique et du pouvoir d'influence. Un monde où ceux qui maîtrisent déjà les données, les infrastructures, les canaux d'accès au public, veulent aussi capter la matière première culturelle sur laquelle ils bâtissent leur croissance. Avec de surcroît, on le sait maintenant, l'utilisation massive de la fraude et des algorithmes pour accélérer cette spoliation. Le vote du Sénat hier sur la présomption, comme le vote du Parlement européen sur le rapport Voss, sont donc des signaux importants. Ils rappellent une chose très simple, réguler n'est pas freiner, réguler c'est protéger, et surtout les plus faibles. Cette ligne-là, nous devons la tenir, mais il faut aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas laisser se déployer une technologie aussi puissante sans poser la question de ses risques, ses limites, ses effets sur nos sociétés. La question posée par l'IA n'est pas simplement « quel avenir pour les créateurs ?» C'est un sujet qui nous concerne tous et d'ores et déjà nos enfants. La semaine dernière, 230 organisations et chercheurs ont ainsi demandé l'interdiction des contenus générés par IA appelés AI Slop, qui inondent actuellement les plateformes de partage des contenus.
Les signataires de cet appel soulignent que ces nouveaux contenus génèrent jusqu'à 4,25 millions de dollars de revenus annuels, mettant en lumière un modèle économique lucratif basé sur des vidéos aux effets négatifs sur le développement cognitif de nos enfants. La question, c'est également quel avenir pour notre vie démocratique dans un monde saturé de faux, de manipulation et de fake news. On a vu comment, juste avec quelques tweets et assertions mensongères, l'audiovisuel public a été profondément attaqué et le financement du cinéma français remis en question. Pour arriver à quoi? Dépendre uniquement de contenus de certaines puissances, volontairement matraqués non seulement pour générer des milliards de revenus, mais aussi d'une façon plus dogmatique, pour imposer leur vision du monde. Ce n'est pas acceptable. Quel est l'avenir pour notre pays si nous laissons quelques acteurs privés organiser seuls la circulation des œuvres, de l'information, de la langue et de l'attention? Doit-on laisser certaines entreprises d'IA, comme cela vient d'être révélé, chercher comment activer de façon permanente les mécanismes de la dopamine dans nos cerveaux pour capter notre attention au point de pouvoir demain orienter, voire contrôler nos comportements? La journée d'aujourd'hui l'a aussi montré. Cette bataille ne se joue pas seulement sur le terrain technologique, elle se joue également dans les territoires. Elle se joue dans notre capacité à continuer à faire société. Parce que les sondages le montrent, plus les citoyens sont éloignés de l'accès aux services et à la culture, plus ils sont en colère et dans le rejet. Or, la musique est un lien, une émotion commune, un facteur de transmission. Ne dit-on pas « la musique adoucit les mœurs ». On sait qu'elle a des vertus thérapeutiques, qu'elle développe les cellules grises et qu'elle rend heureux. Dans une époque traversée par la défiance et les fractures, défendre la musique, la création en général et leur accès jusqu'au dernier kilomètre n'est pas accessoire, c'est une exigence. C'est pour cela que je veux terminer cette journée par un appel clair. Dans 1 an, les Français éliront leur nouveau président de la République. Nous n'avons pas le temps d'attendre 1 an pour découvrir si ces sujets auront ou non une place dans le débat public. Nous avons besoin que les futurs candidats prennent position dès maintenant. Nous avons besoin qu'ils disent ce qu'ils veulent faire de l'IA et de la création, comment ils entendent défendre le droit d'auteur, quelle place ils veulent donner à la culture dans les territoires, dans l'école, dans les médias, dans notre stratégie économique et dans notre idée même de la souveraineté de notre pays. Parce que la culture ne peut plus être la grande absente de la campagne présidentielle. Parce que l'IA et la création ne sont pas des sujets pour spécialistes, ce sont des sujets de civilisation. Alors j'en appelle à votre mobilisation, à celles et ceux qui sont ici, à celles et ceux qui nous suivent, artistes, créateurs, producteurs, éditeurs, diffuseurs, élus, responsables publics, journalistes, partenaires, acteurs des territoires. N'attendez pas 2027. Interpellez les candidats, demandez-leur des engagements précis, exigez une vision politique de l'intelligence artificielle, du droit d'auteur et de la création. La SACEM prendra toute sa part à ce débat, mais elle ne pourra pas le faire seule. Alors, mobilisons-nous, dès maintenant, pour l'avenir de la création, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Merci.